Voilà, bonjour à tous. Je vous fais une vidéo pour avancer un petit peu dans le cours, vu que j'étais absente la semaine passée et j'en suis désolée. Donc voilà, comme ça, la prochaine fois qu'on se voit, on pourra faire un petit jeu, donc une animation, et vous aurez déjà des bases théoriques qui seront vues et on n'aura plus à venir là-dessus. Donc petit rappel, on avait vu plein d'éléments que Alex, souvenez-vous, le jeune garçon, avait avait tout un tas de documents en fait, donc on avait regardé un petit peu ce qu'il avait. On lui avait préconisé de faire un tri et de ranger dans une farde en fonction des différents documents, donc les dépenses, les contrats de travail, etc. On avait vu aussi les moyens de paiement, donc la différence entre un virement et un versement. Le fait de faire un virement, c'est de virer de l'argent d'un compte à un autre, vers un autre. Ce qui est différent d'un versement, là, on va à la banque et on dépose de l'argent sur un compte. On avait vu aussi la différence entre domiciliation et ordre permanent. Donc tous les deux, ce sont des paiements automatiques. La domiciliation, on donne la permission à quelqu'un, à un fournisseur, en signant un document auprès de sa banque. Donc on donne la permission à quelqu'un de prendre de l'argent sur notre compte, tandis que l'ordre permanent, c'est un ordre qui est permanent en fonction de la périodicité qu'on décide. Donc ça peut être tous les mois. Ça peut être aussi toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, tous les trimestres, par exemple. Mais ça vient de nous. Donc, c'est nous qui décidons la périodicité de l'ordre permanent. Et surtout, ce qui change aussi, c'est que dans l'ordre permanent, le montant va être fixe. Donc, on dit par exemple, ben voilà, tous les mois, je donne 100 euros à mon enfant, par exemple. Et, et donc, ces 100 euros vont être versés tous les premiers du mois. Contrairement à la domiciliation, où comme on a donné une permission à quelqu'un de venir se servir, entre guillemets, sur notre compte, le montant peut varier. C'est idéal pour une facture d'un abonnement GSM, par exemple, où le montant peut varier en fonction de nos datas, par exemple. On avait vu aussi un tableau avec les avantages et les inconvénients de chacun des moyens de paiement. Mais il me semble que pour la domiciliation et l'ordre permanent, on n'avait pas rempli ou alors on était peut-être passé trop vite. Donc je me suis permise de le remettre ici. Alors, avantage et inconvénient pour la domiciliation. Ben, évidemment, l'avantage, c'est que comme on a donné la permission à quelqu'un d'aller se servir sur notre compte, euh, le paiement va être automatique. On ne va plus devoir y penser et donc on ne va pas avoir comment dire, de retard dans nos paiements de factures. Donc, on va respecter les délais de paiement. Donc, à la fois, c'est quelque chose d'automatique, on ne doit plus y penser, et du coup, ça engendre un respect des délais de paiement. Par contre, les inconvénients, c'est que le paiement est réalisé même en cas d'erreur sur la facture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si, imaginons, vous recevez une facture de Mobistar et cette facture dit que vous devez payer 55 euros alors que votre abonnement est à 25. Vous n'avez pas surconsommé, il y a une erreur quelque part et les 55 euros vont évidemment être retirés, donc débités de votre compte. Or, vous ne deviez payer normalement que 25. Évidemment, comme il y a une automatisation des paiements, vous allez très rarement aller vérifier la domiciliation, donc ce qui a été retiré de votre compte, ce qui est vraiment un inconvénient. Donc, même s'il y a une erreur sur la facture, bon, évidemment, si c'est une erreur de quelques dizaines d'euros, des centaines d'euros, vous allez vous en apercevoir. Mais s'il y a une petite erreur de quelques euros, quelques cents, en général, on s'en aperçoit pas si on n'est pas hyper rigoureux. Et donc, le paiement est réalisé même s'il y a une erreur de la part du fournisseur. Évidemment, euh, vous pouvez râler et demander la rectification de cette facture, ce qui sera fait, évidemment. Alors, autre inconvénient, c'est que si la domiciliation n'a pas été effectuée parce qu'il n'y avait pas assez d'argent sur votre compte, alors à ce moment-là, il va y avoir des frais. Des frais parce que le fournisseur va devoir refaire une demande de paiement sur votre compte.
Donc, s'il n'y a pas assez d'argent sur votre compte au moment où le fournisseur veut aller se servir, entre guillemets, ça ne sera pas fait, évidemment, vu qu'il n'y a pas d'argent. Et donc, comme la procédure va devoir être relancée, il va y avoir des frais supplémentaires, ce qui est évidemment embêtant. Pour l'ordre permanent, les avantages, donc c'est la même chose, il y a une automatisation des paiements et du coup, on respecte les délais de paiement. On n'est plus en retard vu que c'est automatique. Par contre, ici, s'il n'y a pas assez d'argent sur votre compte au moment où vous avez décidé de faire l'ordre permanent, le paiement ne sera pas fait. Donc, imaginons, vous dites, ben voilà, moi je verse 50 € tous les mois, je sais pas moi, à mon enfant, imaginons que vos parents décident ça. Si le premier du mois, ils n'ont pas d'argent sur leur compte, le paiement va pas être fait. Donc vous n'allez pas avoir votre argent. Et ça ne va pas être refait automatiquement, comme la domiciliation. Non, vu que c'est un ordre permanent, le paiement ne sera pas effectué simplement parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte au moment où on a décidé de faire l'ordre. Alors la synthèse que vous avez dans votre cours concernant les moyens de paiement, vous pouvez la lire. Ça reprend simplement des informations sur les moyens de paiement. Donc le premier point, mais ce sont les espèces. On paye en espèces, c'est le moyen le plus ancien. L'argent passe d'une main à l'autre sans transiter par un compte, évidemment. Ensuite, il y a tous les moyens de paiement qui sont liés à un compte à vue. Donc, souvenez-vous que les comptes à vue, on peut avoir une carte de débit. C'est une carte classique qui est liée à un compte bancaire classique, on va dire. Et puis, il y a les cartes de crédit. Donc, les cartes de crédit, c'est grâce à cette carte, en fait, vous avez une période de crédit. C'est-à-dire que vous achetez maintenant, mais le retrait d'argent va être, comment dire, la somme, excusez-moi, la somme va être débitée de votre compte seulement plus tard, en général en fin de mois. Donc vous avez une période de crédit d'1 mois environ. Ce qui peut être intéressant, mais ce qui peut être aussi un fameux inconvénient si on ne gère pas bien son argent. Ensuite, il y a tout ce qui est lié aux opérations bancaires concernant ce qu'on peut faire en guichet automatique ou maintenant beaucoup sur PC Banking via les applications, etc. Donc virement, versement, la domiciliation, l'ordre permanent. Tout ce qui est nouveaux moyens de paiement aussi via les appareils mobiles comme les smartphones, toutes les applications qui sont nées aussi ces derniers temps, et tout ce qui est possible aussi depuis peu, le sans contact et d'autres choses. Conseil, évidemment, tout document reçu doit être traité, ça on l'avait déjà vu. Certains documents peuvent être jetés immédiatement, mais il y en a d'autres qu'on doit absolument conserver ou renvoyer à certains organismes. On verra ça juste après. Si la trésorerie ne permet pas un paiement immédiat quand vous recevez la demande de paiement, alors mieux vaut prendre contact avec le fournisseur et trouver un arrangement avec lui, un étalement, ou au moins dire, ben voilà, je ne sais pas payer cette semaine, mais je serai payé la semaine prochaine. Au moins, il y a une trace et vous montrez votre bonne volonté de régler le problème. Ne faites pas l'autruche. Pour conserver une vue claire, il est nécessaire évidemment de s'organiser, de conserver dans un même endroit tous les documents, prioritairement, de manière correcte, donc c'est-à-dire trier, ranger, etc. Et pas simplement mettre tous les documents dans un tiroir et ne plus s'y retrouver. Donc voilà, évidemment, la tactique de l'autruche qui consiste donc à enfuir sa tête dans le sable au premier danger, donc à ignorer en fait les problèmes, c'est à exclure quand il s'agit de gestion de documents administratifs et de paiement. Alors, en ce qui concerne l'exercice, donc pour l'application 1.5, vous avez à chaque fois une situation et vous devez dire les modes de paiement qui sont possibles. Donc moi, je vais mettre une petite étoile et le mode de paiement le plus approprié ou le plus courant sera avec une étoile rouge. Alors, Alex achète une paire de baskets. On peut payer en liquide, donc en espèces, ou avec une carte de débit. En général, on va payer avec sa carte. Donc c'est pour ça que j'ai mis une étoile rouge. On peut aussi, si on achète sur Internet, payer avec une carte de crédit. Alors, Alex dépose l'argent qu'il a reçu, donc ses étrennes,
imaginons de l'argent qu'il a reçu au Nouvel An, sur son compte. Donc il le dépose sur son compte. Il s'agit d'un versement. Si on achète un livre sur Amazon, en général, le moyen de paiement, c'est carte de crédit. Pour payer les factures à vous, on peut payer nous-mêmes via PC Banking ou en allant à la banque avec un virement. Donc transférer de l'argent de son compte vers le compte de vous. Ou alors opter pour une domiciliation, ce qui est quand même la chose la plus appropriée. Si on est à l'étranger et qu'on a besoin de liquidité, on peut retirer de l'argent liquide avec sa carte de crédit. Pour payer son cote, le loyer de son cote chaque mois, on peut faire un virement, comme avec la facture à vous, mais il est quand même préconisé de faire un ordre permanent. Donc ça, c'est un montant fixe qu'on va payer tous les mois. Pour acheter son sandwich, on peut acheter un sandwich évidemment en espèces ou avec une carte de débit. Et alors, la dernière situation qui est hors écran, je pense, pour vous, c'est s'acheter des chips et des sodas pour une soirée, ce qui est illégal ces temps-ci malheureusement. Mais bon, ça n'empêche de souffler des fois. Donc, on achète des chips et des sodas pour aller à une soirée, on peut payer en espèces et on peut payer par carte de débit, donc carte liée à un compte courant classique. Ok? Je continue. Je vais un peu vite, mais je suis limitée à 15 minutes dans cette vidéo. Donc si vous avez besoin, de toute façon, vous revenez, vous faites pause, vous gérez ça comme vous voulez. En ce qui concerne le budget, la première question, c'est quand on retourne voir les documents qu'Alex avait, on voit à un moment donné qu'il y a une attestation de soins, une attestation médicale. Mais voilà, on a vu qu'il y avait certains papiers qu'on pouvait jeter tout de suite. La question ici, c'est est-ce qu'on peut la jeter? Sinon, qu'est-ce que doit faire Alex avec et pourquoi? Alors évidemment, on ne peut pas la jeter. Enfin, vous pouvez, mais bon, vous perdez de l'argent. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on la donne à ses parents ou on le fait soi-même, on la remplit ou alors on colle une vignette de mutuelle dessus, en haut, et on doit renvoyer ce document à sa mutualité. Donc la mutualité chrétienne, Solidaris ou autre, ou la mutualité neutre, pour pouvoir être remboursé de la visite. Si vous reprenez tous les documents de vous, donc les factures en retard, les impayés, les rappels, etc., et que vous calculez au total combien Alex doit à l'entreprise vous verrez qu'il y a 3 factures de 22 € et 34 € de frais de rappel. C'est beaucoup, mais voilà, ça lui apprendra. Donc au total, il doit payer 100 €. Combien est-ce qu'il reste sur son compte? Si vous regardez les extraits de compte, vous voyez qu'il lui reste un peu plus que 13 €. Du coup, devant quel problème Alex se trouve? Évidemment, il n'a pas assez d'argent pour payer ses factures de vous. Et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour pallier ce problème? Donc, il devrait examiner ses recettes et ses dépenses. Pour faire quoi? Soit d'un côté, il augmente ses recettes, il travaille plus, soit il diminue ses dépenses, ou il peut faire les deux, augmenter les recettes et diminuer ses dépenses, donc faire attention à ses dépenses, ou alors trouver un financement alternatif, donc c'est-à-dire trouver une source d'argent via un emprunt ou en demandant une avance à ses parents. Je termine très rapidement sur les types de dépenses. Donc il y a des dépenses qui sont fixes, c'est-à-dire qui reviennent chaque mois indépendamment des activités. Il y a des dépenses qui sont variables, qui sont là chaque mois, mais le montant peut varier légèrement. Et il y a des dépenses exceptionnelles qui sont là, on va dire, environ une fois par an et qui ne sont pas toujours prévisibles. Donc les dépenses fixes, ça peut être un loyer, un abonnement GSM, bien que l'abonnement GSM varie légèrement, mais on met quand même ça dans fixe. Les dépenses variables, c'est évidemment les dépenses en nourriture, donc les repas, les transports en commun, les frais médicaux, les médicaments, etc. Et les dépenses exceptionnelles, c'est tout ce qu'on ne peut pas prévoir, donc les vacances, les frais de rappel, les réparations si on a en cas d'accident, les réparations de véhicules, etc.
Donc voilà, on se voit la semaine prochaine en classe pour faire l'animation jeu d'argent.